Cavalier de la Salle, au-delà de l'homme. De tous les explorateurs ayant sillonné les rivières, fleuves et vastes étendues du continent nord-américain, Cavalier de la Salle est l'un des plus improbables et controversés. C'est que les invraisemblances dans ses rapports sont nombreuses, tout comme les manœuvres à l'éthique douteuse dont il use pour convaincre la cour de France d'appuyer ses expéditions. Ainsi, une réputation pour le moins ambiguë entoure cet homme qui, à n'en pas douter, avait de grands desseins pour lui-même et ce, parfois au-delà des intérêts de la Nouvelle-France. Comme beaucoup avant lui et après lui, il rêve de trouver le passage vers la Chine et d'en récolter les honneurs. Né à Rouen, en Normandie, le 21 novembre 1643, René Robert Cavalier de la Salle est issu d'une famille de la haute bourgeoisie. Le nom de la Salle vient d'ailleurs d'une terre appartenant à sa famille. Sa mère, Catherine Jay, et son père, Jean Cavalier, un marchand prospère, sont donc en position d'offrir au jeune René des études au collège jésuite. À 15 ans, il y entreprend son noviciat parmi les frères de la Compagnie de Jésus. Déjà, la Salle y est réputé instable et rébarbatif à l'autorité. Dans la jeune vingtaine, le frère Cavalier possède un tempérament fougueux. Colérique et impulsif, il rêve davantage d'aventure que de théologie. Il brise donc ses vœux afin d'aller à la rencontre de ses ambitions de découverte et de fortune. Bien que la Salle provienne d'un milieu où l'argent ne fait pas défaut, en prononçant ses vœux de pauvreté au moment de son noviciat, il s'exclut lui-même de la fortune familiale. C'est donc sans moyens ni métier qu'il s'embarque pour la Nouvelle-France en 1667, alors qu'il a un oncle dans la Compagnie des Sans-Associés et un frère, sulpicien celui-là, qui l'aide à obtenir une seigneurie à Montréal dès son arrivée. À son ambition, rien ne semble trop grand, et remontant les flots perdus du Saint-Laurent, c'est un monde étrange, insoumis, menaçant, qu'il lui faut conquérir et dompter en passant. Un explorateur qui improvise. Dès sa première mission d'exploration en Nouvelle-France, de nombreuses interrogations quant à la compétence de La Salle sont soulevées. Il est, semble-t-il, mal préparé. Il ne possède aucune réelle expérience de terrain et surtout, il ne parle ni les langues algonquines ou iroquoises. Aussi, ses premières expéditions, plus ou moins documentées, semblent difficiles à suivre avec certitude quant au territoire parcouru. La Salle a cependant de puissants alliés dont le gouverneur Frontenac et l'intendant Talon qui, au détriment d'hommes tels que Pierre-Esprit Radisson et Louis Joliette, qui ne sont ni nobles ni appréciés des autorités en place, favorisent constamment La Salle. C'est que, tout comme l'intendant de Québec et le gouverneur de Montréal, La Salle pense davantage à sa carrière et sa fortune qu'aux intérêts de la patrie. Ainsi, il n'hésite pas, à plusieurs occasions, à falsifier ou embellir ses rapports d'expédition et à tromper les potentiels investisseurs afin de les convaincre de souscrire à ses projets d'exploration et de développement. Pierre Lemoine d'Iberville, grand parmi les grands s'il en est, n'hésitera pas à remettre la bonne foi de La Salle en question lorsqu'il constate que ce dernier a soumis au roi une carte trafiquée posant le cours du Mississippi beaucoup trop à l'ouest de son emplacement réel. Monsieur de La Salle, quoiqu'homme qui passait pour habile, a marqué le bas du Mississippi, sur la carte qu'il a faite, par 273 degrés. Je crois que cela vient de la grande envie qu'il avait de se voir près des mines du Nouveau-Mexique et encourager par là la cour à faire des établissements en ce pays qui ne pourraient par la suite qu'être très avantageux. Dans son lit sablonneux, le grand Mississippi déplora en serpentant son long cours assoupi. Dans un berceau de fleurs, de mousse, de lianes, c'est vous qu'il découvrit, Vierge Louisiane. Enfin, la Louisiane. Après une dizaine d'années d'échecs plus ou moins retentissants, un premier véritable succès fait tout de même entrer La Salle dans l'histoire. Le 6 avril 1682, il atteint enfin le delta du Mississippi. Il profite de l'occasion pour revêtir ses plus beaux habits, ériger une croix et enterrer une plaque sur laquelle on peut lire « Au nom du roi Louis XIV, roi de France et de Navarre, le 9 avril 1682 ». C'est ainsi que La Salle prend officiellement possession du territoire qu'il nommera en l'honneur de son roi, Louisiane. Je, René Robert Cavalier de La Salle,
en vertu de cette commission de Sa Majesté que je tiens en main, prêt à le faire voir à qui il pourrait appartenir, est pris et prend possession, au nom de Sa Majesté et de ses successeurs de sa couronne, de ce pays de la Louisiane, mer, havre, port, baie, détroits adjacents et de toutes les nations, peuples, provinces, villes, bourgs, villages, mines, minières, pêches, fleuves, rivières compris dans l'étendue de la dite Louisiane. Le roi qualifia de découvertes inutiles la prise de cavaliers de La Salle, allant jusqu'à dire qu'il fallait éviter des expéditions aussi ruineuses à l'avenir. La Salle n'avait toutefois pas dit son dernier mot. La trahison dans l'ombre ouvrant ses yeux ardents. Il veut réaliser ce projet chimérique, arriver jusqu'en Chine à travers l'Amérique. Encore la Louisiane. Si la résilience de La Salle est indiscutable, le discours quant à la perception des membres de l'équipage des explorations de La Salle demeure assassin tout au long de sa carrière. Taxé d'incompétent qui improvise lors de ses premières expéditions dans les Grands Lacs, La Salle ne récolte pas davantage de louanges dans ses aventures subséquentes. Lorsque Versailles accède à sa demande et l'envoie de nouveau dans le golfe du Mexique afin de fonder un établissement à l'embouchure du Rio Grande que la cour croit à tort, situé près de l'embouchure du Mississippi, le capitaine du navire qui doit les y conduire qualifie l'épopée de quête vers un pays aussi difficile à trouver que la pierre philosophale. Il reproche à La Salle une attitude terne et antipathique et parle de lui comme étant un homme chagrin. Au cours de ce voyage, La Salle ne cesse de s'attirer les foudres du commandant et des matelots. Ses humeurs, ses hésitations et ses inquiétudes font de lui un piètre meneur et les hommes d'équipage ne lui font pas confiance. La Salle maintient tout de même le cap et persévère dans son désir d'atteindre le golfe du Mexique et de retrouver le fameux Mississippi. Après maintes infortunes lors de la traversée, le manque d'eau, la fièvre et l'humeur mutine de l'équipage, La Salle pose l'ancre à Petit-Goâve, en Haïti, afin de se refaire une santé alors qu'il est atteint de fortes fièvres et de ravitailler l'équipé en diverses denrées. C'est au terme de cette pénible traversée qui aura duré près de 6 mois qu'il pénètre enfin dans le golfe du Mexique. Bien qu'il touche au but, La Salle rate sa cible et s'enlise. Après de nombreuses recherches tant par mer que par terre, le moral est au plus bas et la tension à son paroxysme. La Salle ne retrouvera jamais le Mississippi. Les hommes à bout de nerfs et de ressources s'entretuent, se mutinent. Partis près de 300 de La Rochelle, ils ne sont plus qu'une trentaine autour de lui lorsque le 19 mars 1687, il est assassiné d'une balle dans la tête par ses hommes qui lui ont tendu une embuscade. Son corps est dépouillé de tout puis abandonné dans la boue. L'aventure du fondateur de la Louisiane se termine aussi abruptement qu'elle fut tumultueuse. Et c'est le cœur encore à son œuvre acharnée que le héros malade, errant, abandonné, tombe le crâne ouvert par la balle d'un traître. Dort en paix au La Salle, à côté de Marquette. Cavalier de La Salle, le fondateur. Malgré ses détracteurs, René Robert Cavalier de La Salle compte de nombreux accomplissements, dont la fondation de plusieurs forts. On lui doit notamment la fondation du fort Frontenac, aujourd'hui Kingston, en 1674, le fort Conty, aujourd'hui Niagara, en 1678, le fort Miami, à l'embouchure de la rivière du même nom, en 1679, le fort Crèvecoeur, en Illinois, en 1682, et le fort Prud'homme, aujourd'hui Memphis, la même année. Il a également fondé le fort Saint-Louis sur les rives du golfe du Mexique, de l'actuel Texas, en 1685. Mais son coup de maître demeure la prise de possession de la Louisiane, bien sûr. Pour la suite de la francophonie en Louisiane. Ce que l'histoire retiendra, au-delà des ambitions et du caractère difficile de René Robert Cavalier de La Salle, c'est la prise de possession d'un immense territoire, soit plus de 22% du territoire actuel des États-Unis au nom de la France. Ce territoire restera français au-delà de la chute de la Nouvelle-France en 1763, alors que Napoléon ne le cède aux Américains qu'en 1803 pour une somme de 15 millions de dollars.
La Louisiane est encore aujourd'hui l'État le plus francophone des États-Unis, avec près de 7% de parlants français. En ce territoire de bayous, de forêts denses, d'épices, de bonne nourriture et de musique, le lys, symbole de la francophonie, est partout à l'honneur. Le français rayonne aujourd'hui à travers la communauté cajun et créole, ainsi que de nombreux acteurs culturels dont Zachary Richard, immense porte-parole de la francophonie louisianaise, ou Barry Ancelet, un pilier du festival acadien créole. Ce festival incontournable fait danser et chanter en français la belle ville de Lafayette depuis 1977. J'ai eu le plaisir d'y assister avec mon père il y a quelques années, alors que nous étions de passage dans la région. Je rêve aujourd'hui d'y retourner, afin d'y partager mes chansons avec cette précieuse communauté aussi vivante qu'inspirante. À son ambition, rien ne semble trop grand, et remontant les flots perdus du Saint-Laurent, c'est un monde étrange, insoumis, menaçant, qu'il lui faut conquérir et dompter en passant. Pour franchir ces déserts, solitude sans fin, où l'attendent le froid, les fatigues et la faim. En route, et devant lui, de l'aube au crépuscule, le vaste horizon s'ouvre et le désert recule. L'impossible à ce nom pour lui n'existe point. Le mousquet à l'épaule ou la pagaie au poing voit le premier au bord se cabrer sur son onde. Il avance, il découvre, il colonise, il fonde. Il avance toujours, monotonie immense, où la plaine finit, la forêt recommence. C'est partout l'inconnu, partout l'illimité, dans leur hideur farouche et leur sublimité. L'Indien au dehors, les fièvres au dedans. La trahison dans l'ombre ouvrant ses yeux ardents. Il veut réaliser ce projet chimérique, arriver jusqu'en Chine, à travers l'Amérique. Enfin de Joliette, la trace encore récente le conduit sur la rive où, nappe incandescente, dans son lit sablonneux, le grand Mississippi déploie en serpentant son long cours assoupi. Dans un berceau de fleurs, de mousse, de lianes, c'est vous qui le découvrit, Vierge Louisiane. L'Indien au dehors, les fièvres au dedans. La trahison dans l'ombre ouvrant ses yeux ardents. Il veut réaliser ce projet chimérique, arriver jusqu'en Chine, à travers l'Amérique. Il revoit l'Arkansas, le lointain Missouri, l'Illinois méandreux et l'Ohio fleuri. Le blond Mississippi, tous ces sillons immenses, où son bras a jeté d'immortelles semences. Et c'est le cœur encore à son œuvre acharnée que le héros malade, errant, abandonné, tombe le crâne ouvert par la balle d'un traître. Dort en paix au La Salle, à côté de Marquette. L'Indien au dehors, les fièvres au dedans. La trahison dans l'ombre ouvrant ses yeux ardents. Il veut réaliser ce projet chimérique, arriver jusqu'en Chine, à travers l'Amérique.